Ok. C'est bien d'être dehors. Oui, mais il fait un peu froid. Bonjour, soyez les bienvenus. Donc, nous sommes ici au Mundaneum à Mons pour on n'a que l'info qu'on se donne. C'est un projet pour plonger dans l'éducation média. C'est un projet qui est porté par le Mundaneum et le Club de la presse du Hainaut Mons. C'est un projet qui dure 3 ans. On est là sur la deuxième année. On est avec Théo. On va parler de théorie du complot aujourd'hui. La première année, c'était Olga, où on a parlé des algorithmes, où d'ailleurs j'avais été invité la première fois. Et l'année prochaine, pour 2021-2022, ce sera le projet avec Mehdi, où on parlera des médias. Donc aujourd'hui, on va parler de Théo. Et donc, allons-y avec Théo. Vous connaissez la dernière? Je serai complotiste. Ouais. C'est la réplique facile sur les réseaux sociaux quand on n'a pas d'arguments. Tout ça parce que je vois les choses autrement et que j'ai pas envie de tout gober. J'entends tout et son contraire. Alors qui croire? Après tout, chacun a le droit de chercher sa vérité, non? Plongez dans l'éducation aux médias grâce à Olga, Théo et Mehdi. Infos et outils pédagogiques www.oltem.be. Projet soutenu par le programme PCI de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On va commencer avec Marie Pelletier. Bonjour. Donc Marie, tu es autrice, professeure à l'ULB, historienne, experte en théorie du complot. Je suis pas prof à l'ULB, hein, je rectifie C'est tout vrai? de suite. Ouais, je suis prof à la Haute École Galilée. Ah mince, Je voudrais pas usurper un Non, titre. non, non, mais c'est moi qui je me suis mal préparé, désolé. Mais donc, on va commencer de manière simple. C'est quoi une théorie du complot? Bah, une théorie du complot, c'est une manière de voir le monde. Moi, c'est comme ça en tout cas que je l'envisage. C'est euh, c'est c'est une croyance et c'est partir du postulat que derrière ce qu'on nous dit, il y a en fait une vérité cachée. Et l'imaginaire complotiste, c'est ça, c'est essayer de, de traquer tous les indices de cette vérité qui serait cachée et qui serait au service des intérêts de quelques-uns. Et comment en es-tu venue finalement à devenir une experte? J'ai ici, pour préparer cette interview, j'ai tes deux livres. Donc, tu as Obsession dans les coulisses du récit complotiste et l'ère du complotisme, la maladie d'une société fracturée. Donc, tu en as fait ton fonds de commerce, sans mauvais jeu de mots. Comment est-ce qu'on en arrive à devenir experte en théorie du complot? Justement, je pense précisément que dans mon parcours, j'en ai pas trop fait un fonds de commerce, mais que je suis arrivée sur cette thématique, j'ai envie de dire un peu par hasard ou au fil des rencontres. Moi, c'est surtout par l'intermédiaire du travail que j'ai fait sur la Syrie, en fait, paradoxalement, que j'en suis arrivée au complotisme. J'ai travaillé beaucoup sur le conflit syrien et sur les questions de propagande et de désinformation. Je me suis beaucoup intéressée à comment le régime Assad en Syrie travaillait finalement à désinformer et à nier ses crimes. Et en fait, j'ai assez vite compris que pour cette propagande, il utilisait une rhétorique conspirationniste. Et comme par ailleurs, je m'intéressais aussi beaucoup aux questions de lutte contre le racisme et d'antisémitisme notamment, ben forcément, le complotisme est aussi une arme raciste. Et donc, c'est un petit peu ces deux angles-là, à la fois l'aspect propagande, l'aspect racisme, et puis la troisième chose quand même qu'il faut dire, c'est que je suis prof. Et donc, j'ai vu ces dernières années, évidemment, la montée du complotisme chez mes étudiants. Et donc, c'est ça aussi qui m'a conduite à réfléchir en profondeur à cette problématique. Mais justement, t'es prof, et donc t'es prof d'histoire, et clairement, le doute fait partie de l'histoire. C'est surtout qu'on sait très bien que l'histoire a été. On dit toujours que ce sont les gagnants qui écrivent l'histoire, et qu'on on est en train de nous réécrire une bonne partie de l'histoire qui a été écrite peut-être de manière erronée. Justement, on se retrouve entre le doute, et ce doute est un peu la base de beaucoup de conspirationnisme. Ben, en fait, je pense pas que les conspirationnistes sont des gens qui doutent. Je pense que c'est des gens qui croient douter. C'est pas exactement pareil. Ce sont des gens Non, mais il qui... se base sur le doute, c'est ça que je voulais dire. On profite du doute pour justement instiguer justement un doute encore plus grand. Oui, oui, je comprends tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un petit peu à interroger parce qu'en fait, c'est un peu le cache-sexe d'une vision du monde. C'est un peu le doute au service d'une vision idéologique. En fait, le complotiste, il doute des événements, en effet, ou en tout cas, il met beaucoup d'énergie à douter des événements, mais parce qu'il veut donner sa propre version des événements. Par exemple, je vais donner juste un exemple parce que, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Moi, j'ai beaucoup travaillé il y a quelques années sur la théorie du complot autour du 11 septembre 2001. Bon, c'est les 20 ans du 11 septembre cette année d'ailleurs. Les gens qui ne croient pas, qui doutent de la version des événements, sont généralement des gens qui ont déjà à l'avance désigné les coupables des événements, qui disent par exemple que c'est la CIA qui a attaqué le tour jumelle ou autre chose. C'est pas eux? Non, Merde. je ne pense pas.
Et donc, en fait, c'est un doute qui est dévoyé. C'est ça que je veux dire. C'est que Tout à fait. normalement, le vrai doute, il est au service de la raison et il est au service de la vérité, n'ayons pas peur des mots. Et malheureusement, dans la logique conspirationniste, c'est au service surtout d'un discours réactionnaire et hostile à l'émancipation. C'est surtout ça qui m'inquiète. Et justement, donc tu disais, donc, en tant que prof, tu voyais aussi qu'il y avait une montée justement du complotisme. Depuis quand tu sens ça? Est-ce que c'est le 11 septembre? Est-ce que c'est Internet? Est-ce que c'est le Covid? Alors, je crois que c'est vraiment bien avant le Covid, en effet. Alors, depuis quand je le sens? Moi, j'ai commencé à enseigner, je pense que c'était en 2004. J'étais d'abord prof dans le secondaire. Et je me rappelle que déjà fin des années 2000, j'ai commencé à avoir certains discours, alors c'était pas forcément très construit, mais certains discours que j'appelle le discours de défiance, des discours de défiance à l'égard des paroles d'autorité, donc à l'égard des politiques, à l'égard des médias, et puis aussi certaines obsessions qui commençaient à revenir en boucle, comme les obsessions autour d'Israël-Palestine, autour de la colonisation, etc. C'est pas pour rien, hein. Mon deuxième livre s'appelle Obsession, c'est parce que le conspirationnisme, il se construit autour d'obsessions aussi. Et, euh, et donc, c'est surtout à partir de ce moment-là. Et puis, il y a eu vraiment une belle couverture en plus. Il y a eu une accélération de ces théories, une appropriation de ces théories à partir surtout des années 2010, je pense. Parce que les années 2010, c'est les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'est l'horizontalité des discours et l'horizontalité de la prise de parole. En fait, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, chacun est son propre créateur de contenu. Donc, chacun peut construire sa propre théorie du complot, on pourrait dire ça comme ça. Et le conspirationnisme est tellement répandu aujourd'hui sur le web que, en fait, c'est très facile de s'approprier ce logiciel et d'en faire sa propre parole. Et donc, j'ai vu effectivement cette appropriation de plus en plus massive de ce discours. Enfin, en fait, c'est l'appropriation du discours tout court. Oui. Et dont une partie est complotiste, mais une partie est créatrice. Et donc, c'est vrai qu'on doit un peu se dépatouiller au milieu de tout ça. Mais justement, tu l'as déjà un peu dit, mais dans l'absolu, qui a intérêt que circulent des théories du complot? Parce que toi, tu as une vision très politique de ça. Comment tu pourrais nous l'expliquer un peu, cette vision? Oui, moi je pense que de manière générale, le complotisme, c'est un symptôme. Encore une fois, le sous-titre de mon premier livre, c'est La maladie d'une société fracturée. C'est-à-dire que c'est le signe d'une maladie plus large, qui est une maladie de la confiance en la démocratie. En fait, on vit une énorme crise de la confiance en la démocratie, c'est-à-dire pas tellement qu'on rejette la démocratie, mais qu'on a l'impression que nos systèmes démocratiques ne sont pas à la hauteur de leurs promesses. Est-ce que c'est pas justement ce doute, c'est-à-dire qu'on voit quand même, moi je suis prof aussi, et je vois bien souvent mes étudiants qui disent oui, mais ils ont menti à tel moment. Finalement, quand on parle de l'histoire, vous voyez l'histoire, on a appris des choses à l'école, maintenant on nous dit que c'est faux. Ça aussi, on nous a appris en secondaire des choses en histoire, et en fait on lit des livres après, on dit mais en fait ça vient d'où? Et ça, est-ce que ça aussi c'est pas problématique? Oui, oui, bien sûr. Et puis on a eu toute une séquence politique justement après le 11 septembre, avec notamment le fameux mensonge de l'administration Bush en 2003 en Tout à Irak, fait. qui est très très obsessionnel chez les conspirationnistes généralement, et effectivement qui est un vrai mensonge des démocraties occidentales pour justifier la perpétuation de la domination occidentale en fait. Et je pense que le conspirationnisme, en fait, il s'arrime à ça, en effet. Il s'arrime à des vraies incohérences, à des vrais désaveux, à des vrais dévoiements, on pourrait dire ça comme ça. Mais le problème, et c'est là que j'en viens à ta question sur les intérêts, Mhm. c'est qu'évidemment, ceux qui proposent des contre-discours, donc ceux qui disent, bon, on vous ment et donc on va vous aider à rétablir la vérité avec des autres discours, Mhm. c'est ça les récits conspirationnistes. Généralement, ils ne le font pas non plus totalement gratuitement, politiquement, idéologiquement, c'est-à-dire qu'ils le font aussi au service d'un agenda idéologique et généralement pas d'un agenda idéologique très, très démocratique. Encore une fois, là, je reviens au fait que j'ai beaucoup travaillé sur la propagande des régimes autoritaires. Poutine, par exemple, pour prendre un exemple quand même que tout le monde connaît, évidemment qu'il a intérêt aujourd'hui à surfer sur la défiance envers les démocraties occidentales pour dire qu'en fait, son projet à lui est mieux. Et donc, il n'hésite pas, quand je dis Poutine, c'est pas lui personnellement, mais la propagande du Kremlin, Mhm. il n'hésite pas à utiliser cette défiance pour vendre des récits, proposer des récits conspirationnistes qui en fait vont faire revenir les gens vers les régimes autoritaires. C'est un exemple, hein. Il y a plein d'autres exemples. Il y a aussi des groupes d'extrême droite, bien évidemment, qui utilisent cette rhétorique-là. Il y a des groupes racistes et antisémites, et donc des groupes homophobes. Et donc c'est vraiment une rhétorique, malheureusement, qui peut être au service
de logique d'oppression, en fait. Et je pense que c'est ça qu'on oublie trop souvent de dire, parce qu'actuellement, le complotisme, c'est un sujet trendy, à la mode, sexy. Mhm. Tout le monde veut parler de complotisme, des experts sortent du chapeau chaque jour. Et en fait, le problème, c'est qu'on a une approche très superficielle du problème. Le problème n'est pas tellement les gens qui croient que la Terre est plate ou qui croient aux Illuminati. Le problème, c'est pourquoi est-ce qu'on en vient comme ça aujourd'hui à avoir des gens qui n'ont plus confiance dans les scientifiques, par exemple, si on prend le Covid, ou des gens qui refusent de se faire vacciner. D'où ça vient? Enfin, Mhm. pourquoi est-ce que cette défiance a monté? Et je pense que c'est vraiment à ce travail en profondeur qu'on doit s'attacher. Alors, je vais juste faire tout à l'heure, tu parlais de 2003. Donc, en 2003, Colin Powell, qui était à l'époque au gouvernement Bush, a sorti une petite fiole à l'ONU pour dire voilà, on a découvert des produits chimiques voici la preuve. Et en fait, ils sont partis comme un seul homme faire la guerre en Irak. Et en fait, il n'y avait rien. C'était de l'eau. C'était vraiment. Là, on est vraiment sur du mensonge d'État, quelque chose d'assez astronomique. Et c'est sûr que tous les complotistes. Et c'est vrai que dès que les Américains, hop, ouais, mais Colin Powell, il ressort à toutes les sauces. Et dans toutes les vidéos complotistes, on le voit. On voit qu'il La est en train petite de fiole. secouer la petite fiole. Donc voilà, comme ça, pour ceux Oui, qui oui, n'avaient c'est bien de rappeler, pour en ceux effet. qui n'avaient pas la ref. Alors je vais prendre, il y a des gens dans le chat. Voilà, eh bien, on parle de complotisme ici. Ben, le premier mot qui vient, et c'est pas et c'est le troisième mot aussi qui vient, l'ignorance. Est-ce que l'ignorance est la base des récits complotistes? Enfin, en tout cas, est-ce que c'est un pétrole pour le récit complotiste? Ça peut, je dirais en partie oui, bien sûr. Euh, on aurait quand même tort de penser que les personnes qui adhèrent aux théories du complot sont des ignorantes ou des imbéciles, parce que c'est souvent malheureusement la lecture qu'on a. Je pense que certains d'entre eux sont très cultivés, paradoxalement, ont beaucoup de références politiques, beaucoup de références historiques, mais il manque surtout généralement de ce que j'appelle une colonne vertébrale politique, c'est-à-dire en fait, pour s'y retrouver dans notre vie en société, on doit avoir des repères de valeurs, des repères de ce qui est acceptable, de ce qui n'est pas acceptable. Et je pense que c'est là qu'il y a un vide actuellement. C'est pour ça que je parle souvent de manière un peu pompeuse d'absence de récit collectif. Mais quand je dis ça, ça veut dire on manque de balises pour fonctionner ensemble. Je donne un exemple assez frappant, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on a eu un récit qui nous a vraiment tenus en société, c'était le plus jamais ça. C'était de dire, ben voilà, maintenant on va tout faire pour ne que plus jamais ne se reproduise la Shoah, etc., enfin, l'abomination de la Deuxième Guerre mondiale. Et enfin, moi, c'est ma génération, je pense que c'est la tienne aussi, on a été bercé avec ça, et finalement, ça avait peut-être des désavantages, mais ça avait quand même des sérieux avantages, c'est que on avait quand même des balises claires sur ce qui était acceptable ou pas en termes de discours de haine, par exemple. On voit bien qu'il y a un délitement de ces repères-là. Et si on a un délitement de ces repères-là, c'est pas pour rien. C'est parce qu'historiquement, on est sorti de toutes les grandes idéologies. Globalement, on est en train de sortir du religieux aussi. Et donc, forcément, on manque de clés de compréhension. Et je pense que c'est plus que de l'ignorance, c'est ça le manque actuellement. C'est le manque de grille politique pour comprendre le monde qui nous entoure et pour pouvoir nous positionner dans la vie en société. C'est vrai que tu parles de la religion. La religion a apporté beaucoup de réponses. Là, on parle sur des siècles. Le tonnerre, c'est quoi? C'est un dieu qui a fait tomber le tonnerre. Ok, ah, c'est bon, on ne se pose pas de questions. C'est vrai qu'on sort du religieux, mais on sort du religieux, mais le religieux est comme très présent dans tout ce qui est complotiste. Mais en fait, le complotisme, c'est un petit peu à certains égards un retour au registre religieux. C'est-à-dire que c'est un petit peu un réenchantement du monde, en fait. Hein. Et c'est pour ça que dans les discours complotisme, il y a beaucoup complotisme, pardon, il y a beaucoup d'ésotérisme, par exemple, où il y a beaucoup de références, même parfois au Christ ou à d'autres personnalités religieuses. Parce qu'effectivement, je pense que paradoxalement, beaucoup de gens ont besoin de s'accrocher à un imaginaire, euh, on va dire, un imaginaire oui, qui réenchante le réel. Parfois, le réel, avec le Covid, on le voit bien, c'est quand même un peu brut, c'est pas très agréable à vivre, on n'a pas vraiment de solution, et c'est pas facile de vivre des choses comme ça sans croire que quelque chose qui nous dépasse est en train de nous protéger. Et donc, je pense que malheureusement, l'humain cherche souvent des réponses de ce type-là. Aujourd'hui, elles ne sont plus tellement présentes à travers le discours religieux, et donc quelque part, le complotisme, c'est un peu un pis-aller, on pourrait Est-ce que, dire de est-ce ça. que quelque part on peut dire que on a besoin de croire en quelque chose? Ah, moi, je suis convaincue de ça, oui. Et justement, donc et la suite, ce serait de dire que avec Internet on a maintenant le choix de. Avant, on avait des grandes messes, on regardait le journal télévisé, on avait un ou deux journaux. Finalement, il y avait l'école, et donc on avait tous peut-être une espèce de culture commune.
Maintenant, avec Internet, où chacun peut se faire son propre monde, et ça, là, on va même pas jusqu'au complotisme. Moi, j'ai des copains qui suivent des trucs hyper intello, ils savent pas ce qui se passe au niveau politique, ils savent même pas qui est le Premier ministre, parce qu'ils ne regardent plus aucune information généraliste. Et donc, est-ce que le complotisme ne rentre pas un peu dans ce genre en fait, de voie où chacun prend sa voix? Oui, oui, complètement. Et là, on en revient aussi à la question du récit. C'est qu'en fait, sur le web, il y a tellement de propositions de récits, de contre-récits, de niches qui proposent effectivement à la fois quelque chose d'extraordinaire, hein. C'est-à-dire que toute l'expertise mondiale est à disposition de tout le monde sur le net. Donc évidemment, c'est un foisonnement de savoir et de connaissances. Mais en fait, le problème du web, enfin, c'est à la fois sa force et sa fragilité, c'est son horizontalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie. C'est très difficile de savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, ce qui a de la valeur et ce qui n'en a pas, en tout cas pour quelqu'un qui n'a pas les balises et les repères précisément. Et puis comme tu dis, effectivement, on peut très bien s'enfermer pas tant dans une bulle, parce qu'on parle beaucoup des bulles sur Internet, mais moi je pense pas tellement que c'est toujours les bulles le problème, mais c'est les obsessions, encore une fois, j'en reviens. C'est qu'on entre dans une grille de lecture à travers le prisme d'une thématique qui nous intéresse, et alors on en vient à chercher sur le web uniquement des contenus qui vont dans le sens de cette obsession-là. Et effectivement, avec des angles morts qui peuvent devenir terrifiants. Et moi, je le vois beaucoup dans le monde intellectuel, par exemple. Des gens qui peuvent être extrêmement calés dans leur domaine, mais qui, sur les questions sur lesquelles je travaille, n'ont aucune idée, aucun repère, rien. Et ça fait quand même des choses assez dangereuses, parce qu'en fait, c'est encore une fois la question de faire société. Est-ce qu'on fait tout des mondes à part, ou est-ce qu'on essaie quand même d'avoir quelque chose qui nous relie au niveau politique, encore une fois? Eh ben, je rebondis là-dessus. Comment, à l'ère justement d'Internet, de ces théories du complot, comment est-ce qu'on refait société? Ben ça, Est-ce qu'il y a des pistes? Oui, il y a des pistes, mais alors je commence quand même par dire que c'est un travail de longue haleine, et il va falloir être humble et patient, et travailleur surtout, parce que je pense que c'est pas avec de la posture qu'on va régler tout ça. Je pense qu'il faut, je dis souvent, parce que je crois profondément qu'un des grands enjeux derrière tout ça, c'est de recréer de la confiance. Recréer de la confiance, c'est permettre aux acteurs, qu'ils soient politiques, médiatiques, scientifiques, etc., de renouer de manière directe avec les citoyens. Parce qu'il y a une impression, à mon avis, elle est largement exagérée et fantasmée, mais elle est quand même là, qu'il y a une coupure. Beaucoup de gens se sentent coupés des politiques, se sentent coupés des journalistes, etc. Donc je pense qu'il y a un très très grand enjeu en fait de lien social, tout simplement. C'est-à-dire que toutes les professions d'autorité, entre guillemets, doivent en quelque sorte reconvaincre. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Par ailleurs, je pense qu'il va falloir aussi travailler sur le plan politique, parce que ça montre aussi qu'il y a un vide politique. Le conspirationnisme, il répond à un vide politique. Et en fait, il apporte des réponses, qu'on le veuille ou non, il apporte des réponses à un problème. Et donc forcément, il faut qu'on propose d'autres projets. Moi, je suis très frappée, comme franchement dans les grands partis politiques belges, je parle pour moi, je pense que je ne suis pas la seule, il n'y a plus aucun grand projet politique qui m'enthousiasme et qui est capable de me mobiliser avec d'autres. Et je pense qu'on a besoin de ça aussi. Moi, par exemple, un Mais truc qui me est-ce donne que de ça correspond pas aussi à cette dispersion des choses, puisqu'en fait, finalement, si chacun part dans une vie où il suit une ligne ou un autre, ben, que les politiques fassent la même chose, c'est quelque part le reflet de notre société aussi. Ah, mais complètement. En fait, c'est pour ça que je rechigne toujours à critiquer les politiques ou les médias ou quel que soit le groupe, parce qu'en fait, je pense ils sont le reflet de la société et des problèmes dans la société, bien évidemment. Ici, dans ton livre, il y a quelque chose justement pour parler du politique. Le problème, c'est qu'on dit que le politique doit faire des choses. Et si tu dis, ben voilà, Emmanuel Macron a voulu faire une loi sur les fake news, et tu mets ici, voilà, en cherchant à traquer les fausses nouvelles, il se présente en fait comme le détenteur de la vérité officielle. Et donc, c'est très difficile aussi pour le politique, parce que à partir du moment où ben, il faut faire des choses, on fait des choses, mais finalement, on reste toujours le pouvoir. Même si on essaye, en plus cette loi elle était mal torchée, Complètement. voilà, mais l'essai de toute façon, de prime abord, même s'il avait été bien fait, je ne suis pas sûr qu'il aurait été bien accueilli. Alors c'est vrai qu'il y a ce problème-là, c'est qu'aujourd'hui, quelque part, comme la parole d'autorité est sapée d'emblée, à la limite, les politiques disent n'importe quoi, pourraient dire n'importe quoi qu'on va leur reprocher. Ça, c'est vrai. Mais d'autre part, moi, je ne pense pas tellement que les politiques doivent faire des choses. Je pense surtout qu'ils doivent réfléchir à ce qu'ils proposent, ce qu'ils veulent. Moi, je suis très frappée. Il y a quelques semaines, j'étais à la RTBF sur un plateau avec les présidents de partis. C'était un débat sur la question de l'avenir de la démocratie ou quelque chose comme ça.
le présentateur demandait à tous les présidents de parti qu'est-ce qu'ils voulaient proposer pour améliorer la démocratie et tout. Et j'étais très frappée comme en fait, et je leur ai dit en plateau, tous les présidents de parti étaient seulement axés sur comment on pourrait faire pour que ça aille mieux avec les gens. Et à aucun moment ils se demandaient, mais en fait, qu'est-ce qu'on propose? Quel est notre projet? Or, moi, je pense que c'est ça le vide. On a besoin d'une vision. Par exemple, quelque chose qui me donne de l'espoir actuellement sont les jeunes qui se mobilisent pour le climat, typiquement. Ça, je trouve que c'est une proposition d'un projet politique, d'une vision politique. Alors bon, qui est pas qui peut être un peu alarmiste à certains égards, mais qui mobilise. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. De ne pas être que sur le comment, mais d'être aussi sur le pourquoi, en fait. Le conspirationnisme, il répond au pourquoi. Il y répond de manière mauvaise, mais il y répond. Justement, il y avait, il y a une chose dont on n'a pas parlé, dont j'aurais aimé. Qui adhère en fait? Parce qu'il y a cette question où on revient aussi quelqu'un qui dit que le berceau justement c'est une éducation défaillante. Mais tu as déjà répondu un peu tout à l'heure. Mais qui adhère aux théories du complot? Et finalement, est-ce que c'est mal d'adhérer à une théorie du complot? Alors, d'abord qui adhère, puis après je dirais est-ce que c'est mal. Qui adhère? Vraiment tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun milieu social, culturel, économique qui est préservé par ce fléau, on pourrait dire. Je vois énormément de conspirationnisme dans le milieu intellectuel, par exemple. Donc, c'est pas du tout une question d'éducation, malheureusement, ou de culture. Aussi, dans toute l'étrange génération, on a beaucoup dit que c'était les jeunes. Hein. Moi, je vois beaucoup de vieux conspirationnistes, sans Oui, aucun mais problème. ça, c'est dans tous les cours et les formations que je donne. Je dis par rapport aux réseaux sociaux, je dis que ceux qui véhiculent le plus de fake news, c'est les plus de 50-60 ans. Beaucoup plus que des jeunes de 15-16 ans à qui on tape sur la tête depuis qu'il y a Exactement. Internet. Faut dire attention, attention, il faut faire attention. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de jeunes et d'ados qui disent pas des conneries sur Internet, mais chez les plus de 60 ans, eux n'ont jamais eu aucune personne qui leur a rien expliqué, sauf, allez, c'est pas vrai, il y a les EPN, les espaces publics numériques qui forment des personnes âgées de manière très très bien. Il y a plein de gens qui font tout et n'importe quoi. Et c'est vrai qu'au niveau des âges, je suis plus à penser que les plus âgés font plus de dégâts que les jeunes en fait. Moi, j'en suis convaincue et je trouve que les jeunes actuellement sont plutôt vigilants en fait sur les questions de désinformation, beaucoup plus que les plus âgés. Mais donc, on peut vraiment pas délimiter un public cible. Aussi, à un moment donné, on a visé certaines communautés culturelles hein, en disant que, par exemple, les minorités étrangères ce seraient plus complotistes que les autres et c'est totalement faux. Donc, malheureusement, c'est un phénomène massif et qui touche tout le monde. Alors, est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'on peut avoir raison de croire à une théorie du complot? Moi, en tout cas, je comprends pourquoi on peut en arriver à cette logique de pensée. Parce qu'encore une fois, dans le vide politique et philosophique même, parce que c'est même plus profond, c'est un vide philosophique que dans lequel on est actuellement, c'est normal qu'on recherche un logiciel pour comprendre ce qui nous arrive. C'est totalement humain. Donc, je n'ai pas de jugement par rapport à ça. Par contre, là où j'ai un jugement, c'est sur le plan de la réponse politique que ça apporte. Parce qu'il faut quand même rappeler, on n'a pas encore eu l'occasion vraiment de le dire, mais c'est que le complotisme, historiquement, je suis quand même historienne de formation, c'est un phénomène qui est très fortement lié à l'histoire de l'antisémitisme, qui est quand même très fortement lié aussi au discours réactionnaire et aussi à l'émancipation de manière générale. Et donc ça a toujours été une arme oppressive. Par exemple, quand on se met à douter de la réalité d'un attentat, par exemple, on n'en reste jamais à douter de la réalité d'un attentat. Il arrive toujours un moment où on désigne des coupables soi-disant cachés de cet attentat, et comme par hasard, ces coupables sont qui? Sont les juifs ou d'autres minorités ou d'autres groupes visés. Ça peut être les homosexuels ou ça peut être d'autres. Ce que je veux dire, c'est qu'on bascule très facilement dans des logiques de haine. Et ça, je trouve que c'est vraiment problématique. Autant l'intention, je peux la comprendre, chercher des clés de lecture, c'est normal, c'est humain. Maintenant... Mais quelle clé de lecture et comment on sort de tout ça alors? Enfin, tu Ah as ben, déjà dit, hein, tout ouais. mais voilà, est-ce qu'il y a donc des pistes même, on va dire, un peu pratiques on va dire, je suis parent, enfin, c'est pas mon bon exemple, mais j'aurai un ado qui tout d'un coup me sort des théories du complot. Comment est-ce qu'on fait ou quelles sont un peu les clés? Moi, je dis souvent qu'il y a deux grands aspects à prendre en compte. Il y a d'abord les faits. Je pense qu'il faut ramener, par exemple, quand quelqu'un nous sort des théories du complot ou des propos conspirationnistes, je pense que c'est très important de ramener les faits au centre. Qu'est-ce qui est vérifié, qu'est-ce qui ne l'est pas? La démarche rationnelle et scientifique, c'est quand même ça qui doit revenir au centre. Et bon, là, il y a beaucoup d'initiatives pour le moment de ce qu'on appelle le fact-checking, le debunking, etc. Bon, j'ai plein de critiques à faire par rapport à ces initiatives, mais je pense quand même qu'elles sont utiles pour justement donner des outils pour rétablir au moins ce qui existe et ce qui n'existe pas. Parce que si on n'a plus de limite entre ce qui existe et ce qui n'existe pas, tout est possible.
Donc les faits, c'est le premier point. Et donc, rappeler les jeunes aux faits, c'est un truc vraiment fondamental. Enfin, quand je dis jeunes, c'est parce que tu parlais de parents. C'est parce que n'oublions pas qu'on est depuis quelques années dans l'ère des faits alternatifs aussi. Voilà, Et mais mine de rien, précisément. cette expression, je la trouve symptomatique. Totalement. Totalement, parce que ça montre justement qu'on a sombré dans un relativisme absolu, comme si, par exemple, dire que la Shoah a existé et dire qu'elle n'avait pas existé, c'était juste une question de point de vue. Or non, c'est pas une question de point de vue, il y a un fait, et puis après, il y a des discours de désinformation ou révisionnistes, etc. Et donc ça, je pense qu'il faut remettre les faits au centre. Mais la deuxième chose qu'on ne doit pas négliger non plus, et ça, je trouve qu'il y a beaucoup d'initiatives contre le complotisme qui négligent cet aspect totalement, c'est la question éthique. Parce que c'est aussi un phénomène qui nous interpelle sur notre éthique. En fait, la question des faits, elle n'est pas suffisante. Elle est aussi comment moi je me positionne sur ces faits. Je reprends l'exemple du génocide juif, non pas pour toucher les points Godwin, mais parce qu'au moins ça tout le monde connaît et c'est clair. Le génocide juif, il ne s'agit pas seulement de dire oui, c'est vrai que ça a existé, il s'agit aussi à un moment donné d'avoir une position morale par rapport à ça. Et de dire c'est inacceptable que ça ait existé. Et je pense que ça c'est très important, parce qu'en fait, dans justement cette confusion où on met tout sur un pied d'égalité, il y a les deux problématiques qui sont derrière. Il y a la question du rapport aux faits, mais il y a aussi la question du rapport à l'éthique. Est-ce qu'on est prêt à assumer notre positionnement éthique et être transparent par rapport à ça? Il y a eu quelque chose qui a fait beaucoup de mal aussi ces dernières années par rapport au complotisme, c'est le dogme de la neutralité qui a beaucoup sévi dans les milieux journalistiques, de chercheurs, etc. Comme si être sérieux, c'était être neutre. Est-ce qu'on peut être neutre quand des gens se font massacrer en Syrie, par exemple? Si je reprends l'exemple de la Syrie, est-ce que c'est souhaitable? Je ne suis pas persuadée. Et donc, je pense que le conspirationnisme, ça nous interpelle sur ces deux plans-là. Et que si on désarticule ces deux aspects, à mon avis, on va être inefficace. Je vais reprendre une question là de Pierre qui va. Donc, on revient sur les faits. Donc, quelque part, c'est aussi. Il parle d'éducation au libre arbitre, ce Oui. qui correspond, va bien là-dedans. Mais alors, donc, il dit à donner l'éducation au libre arbitre dans une formation permanente, mais donnée par qui? Le problème, c'est ça. Est-ce que c'est toujours cette chose qu'on ne tombe. L'idée qu'on ne tombe pas dans une espèce de monopole de la vérité et qui pourrait être une forme de totalitarisme, pardon, comme dirait Pierre. Alors, je pense qu'il faut faire quand même attention avec le mot totalitarisme. Oui, mais là, je oui. cite. Je cite. Oui, je comprends bien l'idée, en tout cas. Effectivement, c'est la grande difficulté, je la décris beaucoup effectivement dans mon deuxième livre, c'est le fait que actuellement, dès qu'on essaye de restaurer de la vérité, en quelque sorte, on est vu comme, et c'est normal dans la configuration dans laquelle on est vu comme une force qui essaye de restaurer de la domination, qui essaye de faire taire, qui essaye de censurer. Et donc c'est très compliqué, il faut avoir une position très, très humble. Et c'est pour ça que je dis beaucoup qu'il ne faut pas être dans la posture. Maintenant, je pense que on ne pourra pas reconstruire quelque chose en commun si on ne se met quand même pas d'accord sur des figures ou des paroles auxquelles on accorde de la confiance. Je pense que c'est ça aussi derrière cette peur du totalitarisme et tout, que je peux totalement comprendre par ailleurs, c'est que quand même pour faire société, et même en démocratie, on doit quand même avoir confiance en certaines paroles. Par exemple, je reprends l'exemple du Covid, on doit quand même faire confiance à la parole des scientifiques pour trouver des solutions à la crise sanitaire. Mais lesquels? Oui, mais alors voilà, on en vient toujours après à mettre ça en abîme. Mais il faut un minimum de socle de confiance. Sinon, en fait, on n'avance pas et on ne construit rien. Ouais. Si on est que dans le doute, et là on en revient à la question du doute, si on est dans le doute hyperbolique, donc le doute qui doute, en fait, on ne résout plus rien et pire encore, on aggrave les problèmes. Et donc, c'est justement ces frontières-là qu'on doit rétablir actuellement. Ben voilà, ben écoute Marie, merci beaucoup. Je vais accueillir Antonio, mais en tout cas merci beaucoup, ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Moi aussi. Voilà, tes livres m'avaient beaucoup plu, donc voilà. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, ouais. Salut Antonio. Donc bienvenue. Donc Antonio Solimando est journaliste politique à RTL. Et donc avec lui, on va aussi parler évidemment des théories du complot, mais avec un regard journalistique de comment lui au quotidien il le vit, de comment lui aussi, comme Marie Pelletier auparavant, il a vu une montée ou non. D'ailleurs, il nous dira comment il le voit cette montée des théories du complot ces dernières années. Salut Antonio. Bonjour. Tu vas bien? Tu vas être bienveillant avec moi, j'ai plus l'habitude de poser les questions que d'y répondre. Oui, moi aussi, j'ai été interviewé il y a quelques jours et à un moment, c'est C'est vraiment pas toujours bizarre, facile de se mettre de l'autre côté de la barrière.
Donc j'ai une première question. Est-ce que tu es un reptilien et est-ce que tu fais partie du grand complot? Probablement, ce que les gens qualifient de complotistes pensent peut-être que ce sont les médias les complotistes finalement. C'est toujours un petit peu selon, on voit, chacun cherche un peu midi à sa porte, mais donc voilà. Non, je ne suis pas un complotiste. Il est probable que, comme souvent, comme n'importe qui, j'ai peut-être cru à certaines choses plutôt qu'à d'autres. Peut-être que dans ma jeunesse, par exemple, la remise en cause des attentats du 11 septembre, j'ai entendu des arguments qui étaient parfois très convaincants. Et puis après, on fait le travail à côté. Je n'étais pas encore journaliste à l'époque, j'étais étudiant simplement. Mais c'est vrai que parfois, des arguments comme ça peuvent très vite nous faire basculer dans une autre vérité. Alors, c'est pas la vérité, hein, sont souvent des mensonges et de la manipulation, mais des mensonges, des arguments assez convaincants sur base de petites preuves, sur base d'une vidéo. Et donc, les médias sont confrontés à ça aussi, parfois sur des détails d'une image. On nous sort toute une théorie que nous, on va devoir vérifier. D'abord, authentifier les documents, ce qui est souvent ce qui prend le plus de temps pour les médias. Et puis, après, arriver à vérifier ce qui s'est réellement passé, ce qu'on a interprété, parfois surinterprété d'une image. Donc, voilà. Peut-être que parfois, on croit facilement ce qu'on voit parce qu'on est conditionné parce qu'on veut entendre une certaine vérité. Et donc, pourquoi est-ce que les médias comme sont tout le pointés du doigt très souvent? On voit vraiment, on le voit bien sur Internet, voilà, les médias sont... C'est pour ça que je te posais la question sous forme de boutade. Est-ce que tu fais partie du grand complot? Puisque clairement, il y a Bill Gates, il y a les médias, il y a la banque Rothschild, mais les médias sont toujours là. Oui, les médias, la justice, la police, les politiques. Donc en fait, on est dans une société, j'ai l'impression, voilà, dans mon analyse, modestement, qu'on est dans une société où effectivement il y a un certain nombre de gens qui ont un intérêt à remettre en cause certains repères de la société, certains fondements de la société, certains pouvoirs de la société. Et les gens qui remettent en cause ces pouvoirs, c'est parce que justement ils ne l'ont pas ce pouvoir et qu'ils cherchent eux à le détenir en renversant la table tout simplement, et notamment les médias qui sont les médias de référence avec des journalistes qui ont une déontologie, qui certes font des erreurs, parfois souvent des erreurs, hein, ça c'est tout à fait évident, hein, et ils en font de plus en plus les erreurs, les journalistes, j'y reviendrai peut-être un peu plus tard, mais voir ou surinterpréter ces erreurs qu'on peut faire parfois dans le traitement de l'information à cause de la rapidité notamment d'exécution et de la grande complexité et de plus en plus complexe des sujets, voir dans ces négligences-là ou ces erreurs une manipulation orchestrée au point de vue international, pour moi, à mon sens, c'est totalement fou. Surtout qu'il y a toujours eu des erreurs dans la presse. Enfin, je veux dire, depuis que la presse existe, des gens morts qui sont pas morts, des erreurs, des gens qui ont triché, il y en a toujours eu. Mais disons-le clairement, l'adage dit on perd la confiance en litre, on la gagne en gouttes. Hein. C'est un peu ça. C'est quand il y a un souci comme la couverture de la révolution roumaine où des journalistes filment ce qu'ils pensent être un charnier et que en fait c'est simplement un cimetière qui a été déterré. Voilà, ce genre d'informations et d'erreurs qui sont passées, forcément entament la crédibilité de tous les médias. Je n'aime pas utiliser l'expression les médias parce qu'on est très différents, on est complémentaires. Personne ne parle au nom des médias. Je ne parle pas au nom des médias, je parle au nom de mon expérience personnelle dans les médias. Mais forcément, ces événements-là peuvent avoir un impact important sur la confiance, et les gens qui ont un intérêt à ce qu'on ne croit plus les médias s'engouffrent effectivement dans cette brèche. En parlant de ton expérience personnelle, tu couvres, à mon avis, presque à chaque fois le comité de concertation, ce fameux Codeco. J'ai dû en rater deux depuis le début, qui s'appelait avant Conseil national de sécurité, c'est pas la même institution, mais en gros, oui, effectivement. C'est ça, donc ce comité de concertation qui est un organe en fait, qui existe depuis les années 80, qui est fait pour que les entités fédérées belges puissent discuter entre elles. Qui est devenu quelque chose de finalement très populaire, ou en tout cas très connu dans l'opinion publique, et qui était assez peu investi avant. Il rythme notre quotidien, notre société. Voilà, il y a le Codeco qui arrive, on attend. Dans nos faits et gestes les plus mais il y a ceux qui en plus
voient le Code d'éco comme le nouveau rendez-vous du diable où on va nous annoncer, voilà, et où de nouveau le politique et les médias sont tous d'accord ensemble pour contrôler quelque part. Tu le sens, ça, cette espèce justement d'image complotiste Oui, on l'entend aussi, hein, parce qu'on a effectivement ce genre de retour qui revient un peu plus souvent qu'avant d'ailleurs. Je vous avoue que moi, ça fait 16 ans que je suis journaliste, ça fait plus de 10 ans que je couvre des sujets strictement politiques, et donc que je suis amené à aller à ce fameux bunker que vous voyez maintenant beaucoup plus en ce moment avec ces comités de C'est ça, concertation. le bunker pour information. Donc C'est le Premier lieu de la ministre, conférence de c'est ça, presse. le Premier ministre, en fait, il est rue de la Loi, à côté du parc de Bruxelles. Et le bunker, c'est au sous-sol. C'est là que se passent toutes les conférences de presse. Voilà. Donc voilà. Et c'est là que vous voyez quand il y a Alexander De Croo, Elio Di Rupo, Yann Yambon qui sont là à trois en randonnion. Eh bien, c'est dans le bunker rue de la Loi. Et donc ce bunker, on le connaît, on connaît ses codes aussi. Alors c'est pas un endroit où on a des débats avec les politiques, malheureusement. On sait qu'on va là pour recevoir des informations liées à des décisions. En fait, la plupart du temps, c'est le Conseil des ministres. Ici, pour le moment, c'est beaucoup le comité de concertation. Qu'on aura le droit de poser une question, mais malheureusement pas essentiellement de débattre avec les politiques ou de contre-attaquer. Je te coupe, je souris. Quelqu'un qui me dit le bunker, c'est aussi à Namur. Merci beaucoup, le chat. Oui, ça c'était un peu plus avant. Quand j'étais étudiant, j'y suis passé quelques fois aussi. Mais donc c'est un endroit en fait qui est assez codifié, où on a en fait peu l'occasion d'avoir des réponses à nos questions. D'une façon générale, on sait qu'on va poser une question, qu'on va avoir droit à un langage téléguidé par des communicants autour des politiques, qu'on va avoir quelque chose qui s'appelle en fait tout simplement de la langue de bois, ou au pire, qu'on va éviter totalement notre question. Et donc, on est habitué à ce genre de rituel qui ne sert pas à grand-chose, mais on y va toujours parce qu'on a besoin de la déclaration qu'ensuite on va décortiquer dans les éditions suivantes, le soir, le lendemain, le surlendemain, parfois une semaine après. On va décortiquer ces déclarations qui ont été faites pour voir si elles sont justes par rapport à la réalité. Donc, le bunker, il est vu parfois par les gens aujourd'hui comme étant le lieu où les journalistes peuvent coincer les politiques. Je ne vois pas du tout comme ça, parce que honnêtement, c'est pas ça qui se passe en fait. On a le droit de poser une question, on n'a pas le droit de répliquer. Donc voilà, ça se passe pas comme ça. Est-ce que Mais c'est par pas contre, limite le plus travail... intéressant quand ils rentrent dans le bunker? Quand ils sont là, il y a Oui, c'est toujours alors les il y a- mêmes. Il y a Elio Di oui, Rupo qui mais s'arrête à chaque fois, par exemple. disons que là, on est dans ce qu'on appelle le factuel. Donc là, on vient expliquer finalement quelles sont les décisions qui sont prises dans le cadre du comité de concertation. Mais ce qui est le plus intéressant, et pour les journalistes et pour le public, c'est le travail qu'on fait après. Tous, les médias audiovisuels, les médias de presse écrite, les médias dits de référence, les médias plus alternatifs, qui ont le temps, voilà, c'est ça qui manque en fait au moment du comité de concertation, c'est qu'on doit donner les choses en instantané, mais d'avoir le temps de prendre du recul, d'étudier les chiffres et de pouvoir contre-attaquer, de pouvoir contrecarrer certains discours qui sont très formatés par les politiques, c'est ça qui est le plus intéressant, c'est ça qui est le plus profitable, et c'est ça qui fait qu'on a un intérêt encore à regarder les médias, parce que ce travail-là, on le fait. C'est sûr que ce qui est intéressant, je trouve, dans le comité de concertation, c'est les émissions qu'il y a autour. Les Voilà. invités, que ce soit sur RTL, sur la RTBF, sur LN24 ou ailleurs, enfin les articles. C'est sûr que bon, le comité de concertation, si on n'a pas ce qui se passe autour, ça sert quand même pas à grand-chose. Voilà, et alors, ce qui est intéressant aussi dans l'instantané, c'est de pouvoir expliquer comment la décision politique se prend. Alors c'est en expliquant que l'un était plutôt pour ça, l'autre plutôt pour ça, ce qui explique qu'on a au final une décision qui semble un peu bricolée. Donc il y a des à côté, il y a des choses intéressantes à tirer. En fait, on comprend, quand on écoute un petit peu les médias, on écoute un petit peu ce que j'essaie de vous dire, ou d'autres de mes confrères, qu'il y a un grand marchandage politique autour des décisions qui ne sont pas faciles à prendre en fait. L'autre enseignement de ce comité de concertation, c'est que pour la première fois de ma carrière, je vois des journalistes
des politiques, des hommes politiques qui s'en vont, qui prennent la fuite presque après certains comités de concertation, parce qu'ils sont conscients que les mesures qu'ils ont annoncées sont extrêmement impopulaires. Nous empêcher d'aller librement à la mer en train, par exemple, il n'y a personne qui veut défendre un truc pareil. Mais depuis la première fois de ma carrière, je vois des politiques ne pas se ruer nécessairement devant les caméras en disant non, moi je ne veux pas qu'on m'associe à ça, j'étais contre ou ça me plaît pas, c'est pas populaire, mais ils doivent prendre ces décisions-là et ils doivent aussi, et c'est pour ça qu'on les poursuit, ils doivent rendre des comptes par rapport à ces décisions qu'ils prennent. Justement, en parlant de ces décisions, et pour quelque part en revenir un peu, et pour parler un peu des enchantements, quand on voit des décisions comme celle de dire qu'on peut juste s'asseoir au bord de la fenêtre, est-ce que ça n'aide pas aussi finalement au discours complotiste? Parce que ça, enfin, en tout cas, c'est vu par beaucoup de gens comme une décision risible, Risible ou incohérente. incohérente, et donc finalement, tout d'un coup, c'est des clowns, et donc, Bien sûr. et ça décrédibilise tout. Et est-ce que ça n'aide pas aussi à ce que des théories du complot naissent? Oui, bien sûr, parce que si on se focalise sur un point de l'actualité, on peut en arriver à cette conclusion-là. Honnêtement, si moi, on me dit, je n'ai pas suivi le comité de concertation, et on me dit, ils ont décidé de laisser libre juste les places dans les trains côté fenêtre, je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette décision? Mais en fait, en amont, je sais qu'il y a une discussion sur le fait que les bourgmestres de la côte ont des problèmes pour gérer l'afflux quotidien de touristes qui arrivent, qui débarquent à la mer. Et donc, ils demandent à leurs représentants, ils demandent au gouvernement flamand, notamment, qui est présent au comité de concertation, de trouver un truc pour limiter le nombre de gens qui arrivent sur les quais de la gare dans les différentes communes de la côte flamande. Et après discussion, pour ne pas limiter de façon arbitraire les places, ils en arrivent à cette décision de dire on n'a qu'à autoriser les rangées le long de la fenêtre et interdire celles qui sont côté couloir pour des raisons purement de pratique en fait. Il n'y a personne qui leur dit que ça ne va pas aller. Bien sûr, mais je pense qu'ils en sont conscients. Oui, je sais, et qu'à un moment donné, voilà, le fait d'avoir et de pouvoir expliquer ça, parce que moi j'ai eu un coup de fil, on m'a dit, écoute, il y a ça qui est sur la table, donc d'un participant au comité de concertation, il y a ça qui est sur la table, je suis totalement contre, mais apparemment c'est important pour des raisons de contamination. Je vais rebondir sur... J'ai eu un coup de fil. Il y a aussi chez beaucoup de gens, cette espèce de collusion, on ne comprend pas. Il y a le comité de concertation le vendredi, mais il y a déjà des trucs le lundi, le mardi, le mercredi. On sait déjà tout. Qui décide? Il y a aussi, justement, quand on n'a pas les clés, moi j'ai été journaliste politique, donc je vois très bien, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque part, les gens ne comprennent pas trop qui fait quoi Alors, je pense que, parce que moi je suis toujours le premier étonné de recevoir en fait des informations qui viennent du comité de concertation directement en me disant mais il va y avoir une conférence de presse, pourquoi ils font fuiter, c'est ça le terme, donc c'est lâcher une information qui n'est pas encore officielle, qui n'a pas encore été communiquée officiellement, mais elle est décidée autour de la table et on la lâche à quelques journalistes en quels on a confiance parce qu'en général ils traitent plus ou moins bien l'information que les politiques leur donnent. Mais en fait, il y a un intérêt, c'est que d'un point de vue communication, ça permet, entre guillemets, d'amortir les gens. C'est-à-dire que quand vous voyez 2 heures avant la conférence de presse qu'on va plutôt vers des restrictions plutôt que des assouplissements, ou l'inverse, vous vous préparez psychologiquement et donc ça fait partie de leur communication à eux. Après, nous, sachant ce qui se trame, qu'est-ce qu'on fait? On invite, comme vous le disiez tout à l'heure, des représentants de secteur, par exemple, sur notre plateau pour dire quel est votre avis sur cette mesure. Donc on anticipe aussi une espèce de contre-attaque par rapport à une communication des politiques. On va appeler les gens du secteur, les acteurs de terrain pour leur dire voilà ce vers quoi on va d'un point de vue strictement politique, comment vous réagissez, on va rouvrir les terrasses le 8 mai, est-ce que vous êtes satisfait? L'ORECA dit c'est difficile parce que discriminatoire. Donc voilà, les médias doivent jouer leur rôle, c'est-à-dire de donner la parole à tout le monde, de faire des sujets équilibrés, donc à la fois avec le point de vue officiel, mais aussi avec les réactions de terrain. Le point de vue officiel qui incrimine quelqu'un, la personne qui est incriminée peut se défendre. C'est toujours d'être relativement objectif en fait dans le traitement et pouvoir donner la parole à peu près tout le monde. Avant de passer à un autre volet, je voudrais terminer sur le monde politique. Est-ce que, moi c'est une impression,
avec les réseaux sociaux, est-ce que le monde politique n'alimente pas trop parfois des théories qui pourraient être complotistes, avec des petits mots, des choses qu'on lâche, et puis après on dit oh non, en fait je me suis trompé, mais qui finalement sèment de la discorde, et puis Oui. justement des choses, est-ce qu'il n'y a pas un manque de retenue peut-être chez certains politiques? Alors, je ne sais pas si c'est un manque de retenue, mais ce que je constate, c'est Ou un manque de discernement, ou oui, parfois on répond trop vite, voilà. ou j'en sais rien, Oui. mais je vois très très bien Probablement. des petites phrases quand on dit oui, c'est un tel qui l'a fait, en fait c'est faux, sauf que après on peut se dédouaner, sauf que c'est sur Twitter, c'est sur Facebook, et en Bien fait sûr. 3 mois après, il y a toujours des gens qui sont en train de mouliner là-dessus. Alors, anecdote, quand j'ai commencé mon boulot de journaliste, on m'a demandé souvent de faire une espèce de fact-checking, donc de revenir. Et en général, on dit j'ai une bonne mémoire, donc je me souviens de la proposition ou de la prise de parole Je de vois telle bien. politique 2 ou 3 ans auparavant. Je faisais ça pour effectivement des décisions ou des annonces de réformes qui étaient faites 2 ou 3 ans auparavant. Aujourd'hui, je vérifie des déclarations de quelqu'un, parfois à 1 semaine ou 2 d'intervalle. Donc en fait, le tourbillon de l'information, avec notamment l'arrivée des réseaux sociaux, où les politiques s'expriment énormément, de façon très rapide, suite à un événement, on peut avoir dans la minute des réactions de toute la classe politique. Et cette communication de court terme et cette instantanéité fait qu'aujourd'hui, effectivement, il y a de plus en plus en fait de contradictions dans le discours des politiques et parfois aussi une vision de communication qui est Mhm. extrêmement tournée sur le court terme. Donc ça m'est arrivé de voir au comité de concertation quelqu'un qui défendait une mesure et je me dis mais si dans 3 semaines la situation change, il n'arrivera pas à se sortir de cet argumentaire qu'il a sorti aujourd'hui et on va le lui ressortir. On l'a vu par exemple ces derniers mois quand on a dû, au niveau politique, décider de fermer les magasins qui n'étaient pas alimentaires, hein, comme ils avaient dit essentiels, non essentiels. J'aime pas Moi non cette, plus. cette Moi j'aurais dit de terminologie. première nécessité. Voilà, mais Moi, c'est j'aurais dit ça, ça. c'est par rapport aux besoins Oui, primaires oui, ou de mais première nécessité. Et quelques semaines plus tard, devoir argumenter sur leur réouverture en disant finalement on s'est trompé, c'était pas à cet endroit-là qu'on contaminait les gens. C'est une catastrophe, évidemment, en termes de confiance. Et c'est notre boulot, et c'est ça ce qu'on a fait par exemple le soir de ce comité de concertation-là, c'est de dire mais il y a une contradiction totale entre ces propos et donc il y a un problème. Et le problème, ça a été, pour moi en tout cas, d'aller voir certains membres de ce comité de concertation et de leur dire mais sur quoi vous basez-vous finalement pour déterminer ce qui doit fermer, ce qui doit ouvrir. Donc c'est un boulot de pédagogie et d'intérêt public. Et plusieurs m'ont dit à ce moment-là, on demande aux experts qu'ils nous catégorisent les métiers par risque et on n'a toujours pas ces rapports. Et ça, c'est une information qui était intéressante à porter à la connaissance du public. Mais donc voilà, donc, fermons le volet politique. Revenons un peu aux journalistes. Tu disais qu'il y avait une augmentation justement des théories du complot. Est-ce que ça a un impact sur ton métier de journaliste justement au quotidien et aussi finalement dans le rapport que les gens ont à l'information? Ouais. Alors, ça n'a pas à mon sens, en tout cas, ça n'a pas d'influence sur la façon dont moi je fais mon travail de tous les jours. Donc, on essaie toujours d'être le plus proche de la réalité possible. J'ai toujours le plus proche parce que dire qu'on a la réalité ou la vérité, ça n'est pas possible. On essaie d'être le plus proche de l'objectivité ou de la neutralité, même si on a chacun, moi j'habite ici dans la région à Mons, on a notre parcours, notre vécu qui probablement influence la façon dont on fait les sujets. Mais on fait ça, mais bien sûr, rappelle-moi ta question. La question c'était, J'ai perdu le fil. pas de souci, pas de souci. Est-ce que justement on parle d'augmentation des Oui, c'est théories ça. complotistes? Est-ce Donc, que ça a un oui. impact sur ton métier de journaliste? Donc, oui, donc la façon dont je fais les sujets, honnêtement, ne change pas. Et je pense que pour la plupart des professionnels des médias, ça ne change pas grand-chose. Si ce n'est qu'on est plus attentif à ce qui circule sur les réseaux sociaux, aussi pour débusquer, entre guillemets, justement, des erreurs, des mensonges. Alors on peut appeler ça parfois des complots, parfois c'est simplement une surinterprétation de certaines images, et donc des fausses informations qui nous semblent évidentes ou qui nous semblent intéressantes
à fouiller parce que, en fait, on parle toujours de la connivence des journalistes avec, par exemple, les politiques, mais le meilleur scoop d'un journaliste, c'est au contraire de coincer un politique. Donc, notre objectif, il est plutôt d'être critique vis-à-vis des politiques parce que c'est ça qui est le plus intéressant, le plus aussi Justement, au profit comment ça du, se au fait que profit les du gens public. qui justement sont en défiance au niveau du politique, et ben, dans cette année de Covid, on peut le comprendre, comment ils se retournent pas plus vers les journalistes pour certains, puisque vous êtes leur premier allié en fait. Oui, Enfin, mais vous, les journalistes. Mais ils se sont retournés beaucoup plus vers les médias parce qu'on met beaucoup le focus sur effectivement une minorité de gens qui parlent, qui sont extrêmement actifs sur les réseaux sociaux, qui sont parfois violents aussi. Hein, c'est de plus en plus le cas sur le terrain Tout pour à fait. certains journalistes. Donc on met beaucoup le focus là-dessus. Mais moi, ce que je vois aussi, c'est que les audiences, par exemple, des journaux n'ont jamais été aussi fortes que lors de ces mois de pandémie. Donc il y a un intérêt, il y a toujours une confiance vers les médias. Il y a certes un problème qui est de plus en plus important, notamment auprès d'une catégorie de la population qui est plutôt jeune, hein, qui s'informe peut-être différemment, qui est moins en contact avec notre travail. Et ce qui, moi, me fait dire qu'il y a beaucoup de méconnaissance du fonctionnement même des médias, en fait. Les gens qui souvent discutent avec moi, ou sur les réseaux, ou dans la sphère privée, finissent par m'avouer, après 3 ou 4 critiques, qu'en fait, ils ne regardent plus les journaux depuis longtemps, ou qu'ils ne lisent plus les journaux depuis longtemps. Et donc, il y a une méconnaissance sur la façon dont les journalistes fonctionnent, la façon dont un journal est construit. Ça, bon, c'est depuis très longtemps que ça existe parce que on n'est pas nécessairement au courant de comment un journal se fabrique, mais il y a aussi une méconnaissance du contenu. Et ça, c'est un peu plus grave parce qu'effectivement, alors on a une espèce de préjugés, de discours très stéréotypés sur les médias qui, à mon sens, n'a pas de fondement. Quand les médias dénoncent un certain nombre de discours qui sont faits par les politiques, quand les médias sont à la base de la plupart des révélations politico-judiciaires de ces dernières années, c'est bien qu'il y a eu un travail d'un journaliste à un moment qui a épluché ou qui a trouvé le témoin qui était proche du dossier et qui a pu éplucher les différentes données pour coincer justement les décideurs politiques qui auraient fraudé ou qui auraient mal agi. Donc pour abonder dans ton sens, en fait en 2016, il y a eu, donc quand Donald Trump a été élu, on a eu vraiment, on parle de ces faits alternatifs, de cette vague de fake news. Il faut savoir que depuis lors, il y a eu un véritable retour aux États-Unis vers le Washington Post, le New York Times, mais le Soir, Le Monde, les journaux anciens, dits Quality Paper, ont récupéré des gens qui justement ne trouvaient plus vraiment de solution. Et donc clairement, j'abonde dans ce sens où On a eu une part d'audience qui était assez importante et liée aussi à la gravité des informations qui étaient annoncées par les politiques. Hein, ça, on tout en à est fait. conscient. C'est pas d'un coup Non, un non, bien sûr. retour de la confiance miraculeuse Quelque part, on vis-à-vis des retourne, médias, on mais revient. il y a eu aussi une progression des titres de presse écrite, par exemple. Sur les sites internet, les audiences Tout à sont fait. assez bonnes. Nous, on vient d'avoir nos audiences en radio, elles sont aussi en progression pour une radio qui est généraliste comme LRTL, par exemple. Donc voilà, il y a un intérêt qui est toujours important et qui forcément est lié aussi à l'actualité qui touche notre quotidien en fait. Tout à l'heure, tu disais que justement sur le terrain, on sentait plus d'agressivité. Justement, il y a un article qui est sorti, un article de la RTBF qui est sorti justement, ce qui montre la violence verbale et même physique. Et on a même vu en France, à Reims, un journaliste qui a failli mourir après une agression. On le sent aussi, ça? Tu le sens aussi? Oui, oui, on a mené une enquête en interne, par exemple, à RTL, et on a eu une quantité importante de témoignages de cet ordre. On sent ça beaucoup depuis l'affaire des Gilets jaunes. Bizarrement, il y a eu une méconnaissance, là aussi, je pense que c'est sur base d'un malentendu à la base. Et c'est de nouveau, et c'est très parce que vous ferez partie Oui, c'est c'est ça. partie du Oui, oui, complot, que oui. vous êtes Moi, j'ai essayé avec de les discuter. puissants. Ouais, j'ai essayé de discuter plusieurs fois avec des gilets jaunes. J'ai eu parfois du mal, clairement, à nouer un dialogue parce qu'il y a une
pour moi, je trouve une méconnaissance du fonctionnement des médias. C'est-à-dire, Est-ce que on a justement, relayé, laisse-moi juste Ouais, terminer là-dessus, on a relayé les argumentaires, les revendications des Gilets jaunes pendant longtemps, presque toutes les semaines. Et il y avait un reproche, par exemple, qui nous a été adressé, c'est vous nous interviewez pendant 20 minutes, vous ne passez pas notre interview in extenso, vous n'en gardez que des morceaux. Il dit, mais oui, mais par exemple, le journal de 13 heures chez nous, il fait 20 minutes. Si on fait 20 minutes d'interview, on Tout à ne fait. peut pas faire que ça. Donc parfois, c'est aussi de la mauvaise volonté ou de la méconnaissance sur le fonctionnement des médias. Oui, c'est un problème qu'effectivement, on doit faire des sujets qui font 1 minute 30, où on doit résumer et donc simplifier. C'est très ennuyant, mais simplifier la réalité pour aller à l'essentiel. Ce qui n'empêche pas d'aller après consulter la double page du journal ou un article plus fouillé, un webdoc, un Ouais. documentaire avec quelque chose qui a plus de recul. Donc, je dis toujours, les médias, comme on les appelle quand on veut les critiquer, les médias, ils sont complémentaires. C'est pas parce que le journaliste d'RTL, Mais qui est comment on le sur le sait, ça? comité de concertation, n'a pas le temps lui, de faire la vérification en instantanée d'un chiffre qui vient d'être donné par un Premier ministre, que ça ne va pas être fait par ce même média un peu plus tard, ou que ça ne va pas être fait par un confrère dans les 2 heures qui viennent. Et l'un avec l'autre, en fait, on est complémentaires, c'est-à-dire qu'il y a une offre, et j'encourage les gens à être critiques par rapport à ce qu'ils lisent dans les médias, mais aussi à continuer à s'informer par les médias et à diversifier leurs sources. C'est la meilleure façon d'avoir un esprit critique, pour moi, c'est de diversifier les sources, de piocher là où on peut. Juste de rebondir, il y a quelqu'un qui dit justement, et qui fait une remarque, qui est si les réseaux sociaux deviennent la première source d'information des journalistes, l'information va-t-elle gagner en qualité? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que d'abord, est-ce que Internet est la première source d'information des journalistes? Non, je pense pas. Enfin, ça dépend aussi des médias, ça dépend de quel type de médias. Alors, mes collègues du web, par exemple, de RTL Info, vont être plus attentifs que nous en radio ou en télé sur ce qui se passe sur les réseaux. Mais c'est à chaque fois pour confronter ça à la réalité, en fait. C'est toujours, ça peut être une source d'information, une source pour prendre le pouls d'une certaine opinion ou de critique. Ou, par exemple, on a fait un sujet hier pour confronter une déclaration de la ministre de l'Éducation par rapport à ce qu'elle avait dit sur la vaccination des profs. On l'a fait parce qu'il y a eu des alertes sur, C'est ça. sur nos pages, des alertes de gens, de professeurs qui se disaient mais elle a dit qu'on était largement vaccinés, ça n'est pas du tout C'est le cas. ça. Et donc à ce moment-là, c'est ce qu'on Caroline fait, Désir qui voilà. a dit que la plupart des profs de 55 ans avaient été vaccinés. Oui, et C'est donc ça, je pense. visiblement, elle a mal communiqué ou elle s'est trompée dans la formulation qu'elle voulait donner, mais il n'empêche qu'elle a dit à peu près le contraire de ce qui se passe dans la réalité. Et donc, les gens nous ont alertés. Ça vient, entre guillemets, des réseaux sociaux ou d'Internet, les critiques. Et sur base de ça, qu'est-ce qu'on fait? On va éplucher les chiffres et on confronte effectivement la déclaration de la ministre avec la réalité des chiffres de vaccination qui est pour le moment assez faible en termes de part de professeurs vaccinés. C'est ça. Allez, il nous reste 2 minutes. Toi, quelle piste tu aurais pour réenchanter ce rapport que certains ont perdu avec les médias et justement qui ne comprennent pas. C'est vrai qu'ici, par exemple, Arnaud dit la simplification amène à une caricature. À la limite, il vaudrait mieux ne pas passer l'interview que de passer quelque chose de très court. Oui, mais alors, on est formé pour résumer, on est formé pour... Moi, je dois toujours garder l'essence du message. Je ne peux pas garder, par exemple, pour un sujet radio qui fait 1 minute, je ne peux pas garder les 7 ou 8 minutes d'interview que j'ai fait, mais par contre, je veille à ce que l'essence du message, le propos ne soit pas déformé. Et ça, c'est la déontologie du journaliste. Alors si le journaliste fait mal son travail, il y a des instances qui permettent de le condamner. D'abord, en interne, entre guillemets, en interne à la profession, il y a un comité de déontologie qui est une jeune institution, relativement jeune, qui permet à tout citoyen de porter l'affaire devant ce Mais est-ce que conseil de c'est ça qui va déontologie. réenchanter le rapport Alors, bien sûr que non, mais tout est une question de confiance. Donc, moi, j'invite toujours, et j'explique en faisant une petite métaphore, c'est pas parce que votre médecin s'est trompé une fois sur votre symptôme, qu'il a dit que vous aviez une grippe alors que c'était plutôt une laryngite, c'est pas pour ça qu'il a cherché à vous manipuler, qu'il a forcément essayé de vous vendre les mauvais médicaments. Je dis, c'est peut-être simplement une fois trompé. Mais est-ce que c'est pour ça que la prochaine fois vous irez chez un guérisseur marabout pour vous faire soigner? Je ne suis pas sûr. Donc,
je pense que par rapport aux médias, il faut continuer à avoir un esprit critique, mais qu'il faut continuer aussi à faire confiance aux professionnels. Moi, j'ai la grande chance d'être payé toute une journée pour éplucher l'actualité et essayer d'aller plus loin avec des spécialistes, je sais que les gens, eux, ont un autre travail qui ne leur permet pas d'aller aussi loin en profondeur dans les sujets. Et donc, je fais ça comme un service, c'est-à-dire, vous rentrez du boulot, ben, on essaie de vous expliquer ce que nous, on a gratté, détaillé. Et bon, alors ça nous arrive de nous tromper, ça c'est clair. De plus en plus, malgré tout, à cause de la rapidité de l'information et aussi des moyens des rédactions qui sont de moins en moins importants. C'est un grave problème à résoudre dans notre profession. Mais le rapport de confiance et faire confiance à des professionnels qui mettent en fait leur nom en avant, leur image. Moi, sur les réseaux sociaux, c'est mon nom. Donc, si je fais des erreurs, c'est en mon nom. Je suis identifiable. Je ne suis pas un anonyme. Je suis pas. Donc, je prends entre guillemets des risques, mais parce que je pense essayer de faire mon travail le plus professionnellement possible. Donc, si je me trompe, ben, les conséquences seront par rapport à la confiance que les gens peuvent avoir dans mon travail. Eh bien, merci beaucoup, Antonio. Avec plaisir. Eh bien, écoute, à bientôt. À bientôt. Et donc, on va accueillir maintenant Tatiana de Brabander du CESEM qui devrait arriver. Ah ben voilà. Bonjour Mathéus. Salut Tatiana. Salut. Tu vas bien? Super. Et toi, Ben ouais. comment tu vas? Ben écoute, ça va. Je préférais quand il y avait un peu de soleil dans le dos, mais On va faire sans. donc voilà. Donc Tatiana, Oui. on va commencer. Question simple, c'est quoi le CESEM? Alors, le CESEM, c'est le Conseil supérieur de l'éducation aux médias. Et en fait, ce conseil sert à promouvoir l'éducation aux médias et à favoriser les échanges entre les acteurs, les organismes qui traitent justement des questions d'éducation aux médias. Donc, ça stimule les projets qui existent déjà, les initiatives, les opérations. Et donc voilà. Donc, c'est vraiment centré sur l'éducation aux médias. Et à quoi ça sert? À qui ça sert? Le CESEM et l'éducation média, parce que l'éducation média, c'est un mot qui est quand même, Oui. c'est une locution qui est un peu fourre-tout. Ouais. Qu'est-ce que c'est? L'éducation aux médias, en fait, c'est super important parce que justement, ça vise à rendre le citoyen actif et donc critique, donc actif de sa vie, et donc l'aider à travers toute sa vie à se rendre compte un petit peu dans quel monde il vit, dans quel monde il se situe. Et justement, c'est aussi d'outiller le citoyen avec des outils médiatiques pour pouvoir comprendre, par exemple, quand on produit du contenu ou par exemple quand on est passif et qu'on voit du contenu médiatique, quoi. Je vais essayer de préciser parce que outils, le CESEM ne fait pas de formation aux médias. C'est ça. Parce que le mot outil parfois peut être, outil ici, c'est plutôt des clés pour pouvoir mieux comprendre. Des outils pédagogiques, voilà. des ouvrages. Et donc justement, le CESEM, on a produit justement aussi en rapport avec les théories du complot, collabore justement avec d'autres acteurs, que ce soit l'ULB ou que ce soit l'AJP, l'Association des journalistes professionnels, à produire justement des ouvrages pour parler des théories du complot. Donc j'invite vraiment les gens qui nous regardent à se rendre en fait sur le site du CESEM pour pouvoir avoir accès à ce genre d'outils, pour pouvoir aborder plus facilement cette thématique qui est parfois complexe, quoi, et difficile à expliquer. Et donc ces thématiques complexes, vous en occupez. Quel est le rôle du CESEM justement dans la lutte contre la prolifération de ces théories complotistes? Qu'est-ce que vous, en pratique, je veux dire, je ne sais pas très bien, je suis en train de sécher sur un mot et qui fait que je suis en train de dériver, mais... Sur une autre question, ouais. Oui. Quel est le rôle du CESEM? Je pense que c'est d'accompagner, c'est de mettre à disposition, en tout cas, des outils, parce que même... À disposition de qui? À disposition de tout le monde. Donc, c'est-à-dire le citoyen en général, et ça peut être plus particulièrement pour les jeunes, mais c'est vraiment d'outiller. Et parce que même moi, je me rends compte, quand j'ai commencé à m'intéresser aux théories du complot, je ne savais vraiment pas quoi faire, vraiment pas comment m'y prendre. Est-ce qu'il y a des théories du complot dans lesquelles tu as cru à un moment de ta vie? Oui, je pense. Je pense que je dirais les attentats de 2001.
Donc, Ouais. ça revient régulièrement, quand même. Ouais, c'est vrai que ça revient pas mal et c'est quelque chose et c'est ça qui est aussi frappant et je pense que Marie Pelletier en a parlé. Je te conseille son livre. Ah oui, bah ça c'est vrai que d'office je vais les prendre après, mais parce que j'ai adoré son intervention et même son travail en général. Elle disait aussi que c'était que tout le monde peut tomber dedans en fait. Et donc c'est ça qui est hyper choquant, c'est que même il n'y a pas vraiment, comme elle disait, d'éducation de personnes type et donc on peut facilement y croire et tomber dedans et sans ces clés, en fait, sans savoir vraiment bien même contredire, par exemple, une personne qui émet des propos justement complotistes, comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire face à ces personnes-là. Je trouve que s'outiller est super important, en fait. C'est super utile. Justement, au niveau de s'outiller, vous qui êtes des observateurs de la vie médiatique, est-ce que justement, comme j'ai posé la même question que j'ai posée aux deux autres invités, est-ce que vous Ouais. sentez aussi cette augmentation des théories complotistes et de la parole complotiste? Oui, quand même d'une certaine manière, car justement, avec l'apparition d'Internet, tout le monde peut avoir un avis, tout le monde peut se permettre de partager son opinion, et c'est hyper positif parce que ça montre la vitalité de la population. C'est génial, mais justement, on remarque clairement que ça se répand beaucoup plus vite, et donc que les gens peuvent y croire beaucoup plus facilement, qu'on peut apporter beaucoup plus de preuves, qu'il y a comme un millefeuille argumentatif. Et donc, il y a de plus en plus de preuves, etc. Et donc, moi, j'ai l'impression aussi que personnellement, ça augmente. Et donc, c'est d'où l'importance de dénoncer ce genre de choses, de parler, de s'informer, de savoir comment réagir face à ça. Je trouve que ça doit faire partie, en tout cas, de l'éducation, Donc, quoi. on en revient à Internet. Est-ce que finalement, on n'a pas péché par une liberté trop grande laissée à Internet, alors pas pour le contrôle d'Internet, mais Ouais. finalement, il n'y a pas eu d'encadrement, on va dire peut-être scolaire. Ça fait pas longtemps Ouais. qu'on explique un peu c'est quoi Internet, comment ça se passe. Parce que Mhm. le début, ça a été n'y allez pas. Ouais, Enfin, dans les écoles, il y a des tas d'écoles où les règlements, je c'est me rappelle, dangereux. c'était Ouais. non, les enfants, interdiction. Mhm. Les écoles qui envoyaient des mots aux parents pour dire qu'ils n'aillent pas sur Internet, comme ça, il n'y Ouais. aura pas de problème. Ouais, c'est Il vrai. n'y a pas eu un vide là qui est resté? Oui, le fait qu'il n'y ait pas de règles, en fait, que justement, c'est un petit peu la jungle et que les gens... C'est pas ça. La question, c'est plutôt, j'ai la même réflexion sur quand on a le patron de TF1 avait dit que son métier c'était de laisser du temps de cerveau libre pour Coca-Cola. Mhm. Moi, je trouvais toujours qu'on aurait dû à ce moment-là Ouais. prendre les enfants et leur dire la télévision c'est ça. Et Mhm. donc on en revient à cette éducation aux médias. Ouais. Et je pense qu'Internet ce n'est que la prolongation. Et, moi, je suis un grand défenseur d'Internet et pour moi, je trouve qu'Internet ce n'est que une étape. Ouais. Une étape de plus. Ouais, Mais supplémentaire. Ouais. est-ce que justement cette éducation aux médias n'est pas trop absente? Je pense pas qu'elle est absente carrément, mais je pense que oui, peut-être les gens n'ont pas assez conscience de l'importance que ça a et ce que ça peut apporter. Et donc peut-être que ouais, peut-être une manque de visibilité. Et ça, c'est vraiment justement aussi le but du CESEM, c'est de rendre visible un maximum pour pouvoir informer les gens qu'il existe des choses, quoi, et qu'on peut ne pas se sentir perdu face à ça. Et donc Et- voilà. Et ça s'adresse aussi à tout le monde parce que finalement, on voit que les enfants, dans les écoles, il y a de plus en plus d'éducation aux médias, Ouais. dans certaines écoles plus ou moins, mais il y a quand même un peu partout, on essaye d'expliquer des choses. Qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui ont 40, 50, 60, 70 ans, qui n'ont jamais eu d'éducation aux médias de leur vie Ouais. et qui finalement n'ont peut-être pas du tout les clés? Est-ce qu'il y a des choses pour eux? Oui, il existe aussi des choses pour eux. Je pense que c'est vraiment visé, enfin, c'est pour la population entière, quoi. Donc, les outils, ça peut s'adresser aux enseignants, mais c'est exactement la même chose que pour des personnes de 50 ans ou 40 ans. Les clés de compréhension, en fait, les outils sont vraiment adaptés aussi à des personnes beaucoup plus âgées. C'est pour ça que quand on dit, par exemple, des outils qui sont à destination des enseignants, je trouve que, par exemple, parfois, quand je les consulte et pour pouvoir m'approprier, je trouve que c'est valable pour exactement cette tranche de la population, quoi. Et c'est ça qui est génial, en fait, parce que
même je lisais encore des outils pour les théories du complot et Média Animation a sorti justement théorie du complot.be et donc il y a des exercices qui sont justement c'est hyper pratique. Donc vraiment on part de justement l'attentat 2001, on parle vraiment d'exercices hyper pratiques. Et ben c'est valable, c'est pour des élèves, mais c'est aussi valable pour moi par exemple. Ça m'a hyper fort servi à genre déconstruire et à vraiment travailler dessus parce que oui, on ne naît tous pas, enfin, on n'est pas avec des clés à portée de main comme ça, quoi. Ça ne sort pas de nulle part, quoi. C'est ça. Justement, est-ce qu'on travaille Pardon. Est-ce qu'on travaille assez sur la thématique des théories du complot en Belgique? Est-ce que finalement, je ne sais pas très bien comment ça se passe. Est-ce que ces théories, on les laisse à un moment exploser et puis on les analyse? Ou comment ça Ouais. fonctionne un peu? Mais je pense qu'on ne travaille jamais assez sur une thématique. Et en tout cas, celle-là aussi, parce qu'elle elle est très importante. Et donc, il y a toujours des choses à faire. Je pense qu'il y a des choses qui se passent, il y a des outils, il y a des acteurs qui travaillent vraiment là-dessus. Mais de dire qu'on travaille assez, je pense qu'on ne travaille jamais assez. Et surtout, principalement là-dessus. Et comme aussi Marie Pelletier l'avait dit aussi, le fait que derrière les théories du complot, il y a quelque chose de beaucoup plus profond derrière. Et donc, il y a vraiment des choses à aller creuser. Et donc... il y a encore, je pense qu'il y a encore du boulot et que dans 20 ans, on sera toujours ici encore à faire une émission sur, sur les théories du complot. Quelles sont les pistes un peu? Est-ce qu'on doit réunir journalistes, enseignants, scientifiques, politiques, Ouais. éducateurs, tous ensemble? Pour parler de ça? Oui. Ouais. Pour, Mais, ouais. mais est-ce que, et je complète, Comment on dit et est-ce que finalement, si ce sont toutes des personnes quelque part d'autorité, et si elles se placent pour justement travailler sur les théories du complot, est-ce qu'on va pas justement y voir un nouveau complot? Ah ouais, peut-être, c'est possible. C'est difficile à répondre cette question parce que dans la pratique, je l'imagine pas tellement. Moi, je pense que pour justement parler de ça, il faut réunir les personnes qui sont concernées. Donc, par exemple, une classe ou les personnes qui sont justement qui se côtoient, quoi, pour pouvoir parler de ça et ouvrir le dialogue, favoriser l'expression, démystifier un petit peu les mauvais réflexes. Enfin, vraiment en parler. Et le fait, quand on dit ne pas contre-argumenter, c'est parce que c'est réellement des croyances, quoi. Et donc peut-être qu'aprre réunir médias, institutions, population, ça c'est une très bonne question. Je pense pas avoir la réponse. Qu'est-ce que Voilà. Mais qui doit, alors autrement, qui doit faire cette éducation média? Est-ce Ouais. que c'est des spécialistes? Est-ce que ce sont des profs? Est-ce que Est-ce c'est que des c'est tout le journalistes? monde? Est-ce que Ouais. c'est des, je sais pas. Ouais. Tout à l'heure, justement, je citais dans le livre de Marie Pelletier, quand Emmanuel Macron a Ouais. voulu pousser une loi contre les fake news, ce qui, on Ouais. peut comprendre. Bon, après, c'était une très mauvaise loi, mais évidemment, on lui a reproché de vouloir imposer une parole officielle et donc Mhm. d'être limite Ouais. stalinien. Ouais. Alors que donc c'est très très compliqué. Qui doit Qui doit s'adresser à la population? voilà, ou aux Ouais. gens, enfin qui? Est-ce que c'est Ouais. tout le monde? Enfin voilà. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, déjà, c'est ça. Enfin, nous, par exemple, au Conseil supérieur de l'éducation média, il y a aussi des centres de ressources ici en Belgique qui spécialisent dans l'éducation média. Et donc, c'est ce genre d'institutions, d'organisations vers lesquelles la population peut se tourner et peut s'informer. Mais je pense aussi, personnellement, que ça peut se faire à l'échelle de tout le monde. Donc, c'est-à-dire que tout le monde peut, même dans un repas avec la famille, avec l'oncle qui tient des vieux propos complotistes, ça peut se faire par tout le monde. Mais donc, ce qui est important de retenir, je pense, c'est qu'il y a vraiment des organismes qui travaillent là-dessus et qui peuvent vraiment aider et guider à proposer, par exemple, une réponse beaucoup plus pédagogique. Parce qu'on sait très bien que voilà, ça ne sert à rien de commencer à contre-argumenter, etc. Et donc, de proposer une réflexion un peu plus réfléchie. D'accord. Alors avant de continuer, j'ai failli à tous mes devoirs. Je devais faire passer un message que je vois dans le chat. Alors donc si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire pour poser vos questions à l'un des invités. Il y aura des rencontres qui seront organisées juste après cette interview. Et donc vous allez dans le chat, il y a un lien oltem.be, Théo, inscription, machin. Voilà. Je suis désolé, ça m'est complètement, sorti de la tête. Donc j'aurais déjà dû le dire plutôt quelle heure il est. On a encore beaucoup de temps. Donc c'est très très bien. Mais donc on ne sait pas vers qui. Est-ce que finalement, est-ce que ce serait pas un peu tout le monde à son échelle qui devrait le faire? Ouais, à s'approprier peut-être cette question-là. En tout cas, en ayant
travailler un peu sur la question. C'est ce que je me suis rendu compte que vraiment que c'était aussi un travail aussi personnel, que chacun devait passer par là, entre guillemets, parce qu'on y est confronté tout le temps, en fait. Enfin, mine de rien, il y a toujours des discussions qui tournent autour de ça, et il y en a toujours une, que ce soit Charlie Hebdo, Bataclan, enfin, que ce soit les attentats ici en Belgique, enfin, ça revient quand même systématiquement, et donc du coup, je pense que c'est chacun qui doit s'armer un petit peu de... Moi, si on me demandait mon avis, moi, Ouais. c'est première primaire, 1 heure d'éducation aux médias. Et Ouais. pour moi, éducation aux médias, là, ce serait vraiment en grand, c'est-à-dire Ouais. Internet, la télévision, la publicité, la radio. Oui, la totale, ouais. Voilà, c'est vraiment la définition la plus large possible. Mais ça, surtout la scolarité. Mhm. Ce Ça, qui ce serait- permettrait. Après, il y a des choses qui se font, hein. Je vois bien, il y a des écoles où, quand il y a des problèmes, ils font venir un expert extérieur, où il y a une vraie Mhm. discussion avec la classe. Ouais. Où on dit voilà, il y a eu ça sur Internet, il y a eu Mhm. voilà, il y a eu des problèmes d'harcèlement, et donc Mhm. il y a des choses qui se font. Ah, il y a eu un Ouais. coup de soleil qui vient de Ouais, revenir, ouais, ça m'a fait du ça bien. fait plaisir. Et oui, c'est ça, en fait, c'est vraiment adapter le système éducatif à des thématiques telles qu'aujourd'hui on en Et parle, quoi. comment il s'adapte ce système éducatif Ouais, c'est ça qui est compliqué, quoi. Il existe des manières. Enfin, en fait, il y a aussi, par exemple, des outils. Je sais pas si justement tu en as déjà entendu parler, mais l'association des journalistes professionnels ont une opération qui s'appelle Journaliste en classe. Journaliste en classe, ouais. Qui fait venir par exemple un journaliste. Et ça permet par exemple ce genre d'action de parler et de débattre de ce genre de choses. Et donc c'est pour ça que le système éducatif doit laisser la place en fait à ce genre d'opération, ou alors la presse.be qui a l'opération Mais Vie au quotidien. est-ce que ce genre d'opérations ne sont pas finalement trop dépendants des profs Ouais. qui vont, parce qu'en fait, il y a la plupart des élèves ne voient jamais un journaliste dans leur classe. Ouais. Donc, est-ce que, enfin, quelles sont les pistes? En fait, ici, on est vraiment, qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est ça un peu ça. Alors, je me doute bien que tu n'auras pas toutes les Oui. réponses là comme ça. Euh, Qu'est-ce qu'on devrait faire pour pour que ce soit de manière, ce soit universel. ouais. Ça, c'est clair que c'est la grande question. Je pense que ça doit se faire petit à petit. Et oui, pour que ça rentre dans le système éducatif, etc. Mais je pense que ça se fait petit à petit, justement, en faisant... L'évolution, on va dans le bon sens? Ouais, je pense. Je pense que ce genre d'opération se fait de plus en plus connaître. Et je pense que c'est important de continuer à promouvoir, à visibiliser ce genre d'opération, parce que je vois pas de recette miracle, en fait. Et alors, on peut le voir autrement. Est-ce que finalement, ces dernières années, avec Mhm. avec cette résurgence de toutes ces théories du complot, c'est pas une aubaine justement pour dire aux politiques, et pas qu'aux politiques, c'est Mhm. aussi aux parents, au milieu associatif, qu'il faut vraiment investir là-dedans? Ouais, ça appuie Est-ce que c'est ça le rôle énormément. du CESEM aussi? Je sais pas, Ouais. de côté de lobbying. Oui, il y a aussi ce côté où on peut prouver aussi aux politiques, comme il y a justement cette montée, rien que la désinformation qui prend énormément de place, tout le monde en parle, et donc le CESEM aussi peut s'appuyer sur ce genre de thématique qui prend énormément de place pour justement appuyer toutes ces opérations. Allez, essayer de forcer aussi un petit peu le politique à s'intéresser à toutes les opérations qui existent et à comment faire pour avoir plus de budget, pour avoir plus d'impact en fait, parce que c'est clair que sans le politique, on peut pas aller bien loin, et donc on a besoin du soutien d'office du politique pour continuer à promouvoir l'éducation aux médias, quoi. Et donc, on a. T'as déjà cité quelques sources, Oui. mais pour ceux qui s'y intéressent, qui aient 15 ans, 25 ans, 30 ans, 50 ans, Ouais. vers où on va là? Si on se pose des questions, tiens, j'ai entendu une théorie, Ouais. où est-ce que je peux la vérifier? Est-ce que as parlé beaucoup d'outils pédagogiques? Ouais. Quels sont. Vers où? Ouais, déjà, je conseillerais déjà d'aller au CESEM, parce que le CESEM justement C'est réunit. cesem.be? Ouais, voilà, et ouais, exactement. Et donc réunit toutes les sources en Enfin, fait. cesem, c'est cesem.be. Exactement. Sophie, si tu pouvais mettre le lien dans le chat, ce serait cool. Super, merci. Et donc du coup, ça réunit un petit peu toutes les actions qu'il y a déjà. Donc il faut savoir que par exemple, Média Animation, qui est un centre de ressources, le Centre de visuel de Liège, le CAF à Tihange, ce sont des centres de ressources qui sont recensés. Donc leurs outils pédagogiques sont recensés sur notre site internet. Et donc rien qu'à Est-ce que partir tu de peux là... donner quelques exemples?
De quoi? d'outils Ouais. pédagogiques Qui existe. Bah, Oui. justement, il y avait le théorie du complot. Je l'ai vraiment bien aimé parce que j'ai pu Donc faire ça, c'est les un site exercices. théorieducomplot.be, c'est ça? Théorieducomplot.be. Et donc là, on a vraiment des 14 capsules avec des vidéos, des cas concrets. Et donc, il y a aussi le côté théorique. Et donc, ça aide vraiment à se reposer des questions pour l'avoir un peu testé à la place des étudiants. C'est quand même pas mal. Et donc, sinon, à part ça, il y a aussi des ouvrages. Plus littéraires, on va dire, qui se retrouvent aussi sur le site internet. Et en fait, les centres de ressources, eux, c'est un peu leur job de travailler là-dessus, d'intervenir dans des écoles, que ce soit scolaire, non scolaire. Donc, je pense que ce serait important de se retourner vers des références telles que, par exemple, les centres de ressources ou le CESEM, pour commencer sa petite recherche vers les réponses qu'on souhaite avoir, quoi. Oui, et alors, n'oublions pas, moi je rajouterais, il y avait Antonio qui était là juste avant. C'est vrai que les médias dits traditionnels, et pas que, hein, mais Ouais. faut pas hésiter aussi à retourner, à les questionner. Je pense que Antonio l'a dit, il est sur les réseaux sociaux. Mhm. On peut l'interpeller, on peut lui dire, tiens, vous vous Ouais. êtes trompé, ou aussi d'où vient votre information. Alors évidemment, si c'est une source, il ne dira pas spécialement quelle source c'est. Mais les réseaux sociaux, c'est aussi un endroit très simple. Mhm. Alors moi, je suis journaliste de formation, donc il faut quand même que je l'avoue, Mhm. mais je parle un peu aux gens dans le sens où avant Internet, les journalistes étaient à Bruxelles, à Liège, n'importe où. Ils écrivaient, vous n'aviez pas l'occasion de leur poser des questions. C'était comme ça. Voilà, on lisait, on regardait à la télé. Ici, maintenant, on a le droit de les confronter, on a le droit de leur dire qu'ils se sont trompés, et on a le droit de le faire aussi pour le politique. On a le droit de contacter Elio Di Rupo, Alexander De Croo, en leur envoyant. Bon, ils répondent pas tout le temps, c'est vrai, mais tout ça, ça n'existait pas avant. Et donc, on peut aussi activer ça, utiliser les réseaux sociaux pour tout le côté positif Ouais. qu'ils peuvent avoir. Alors évidemment, c'est pas une recette miracle. Si vous allez maintenant leur envoyer un message, vous n'aurez pas une réponse dans 1 heure. Mais déjà, le fait que la possibilité existe, je trouve moi personnellement que c'est Mhm. une avancée extraordinaire dans notre histoire de l'humanité. Mais alors, je trouve Ouais. qu'avant, il y avait un entre-soi. Ouais. Et cet entre-soi, alors il est toujours là, mais il est bien moins présent. Et ça, je pense Mhm. aussi que c'est assez important. Ah, j'aime bien, il y a pas mal de liens qui ont été mis Ouais. dans le... Oui, c'est vrai, je rebondis un peu sur ce que tu dis parce que c'est trash parce que quand on se rend compte avant Internet, ben, la parole était laissée entre guillemets que aux experts, aux profs d'UNIF, aux institutions, à la télé, etc. Et donc peut-être que les gens se sentaient peut-être d'une façon muselés ou je ne sais pas, mais en tout cas avec l'apparition d'Internet, tout le monde a eu une opinion, tout le monde peut s'exprimer. On peut partager par exemple quelque chose sur Facebook et qui va être repartagé des centaines et des milliers de fois. Enfin, ça peut partir vraiment dans tous les sens. Et c'est ça qui... Donc c'est bien, et c'est Ouais, pour ça qu'on doit apprendre ouais. aux gens à finalement... par exemple, il y a quelque chose qui pourrait être au milieu de tout ça, c'est le mot virtuel. Ouais. Le mot virtuel a fait énormément de mal à notre société, Mhm. c'est-à-dire que sur Internet, les choses sont virtuelles pour des gens. Ouais. Mais en fait, rien n'est virtuel sur Internet, tout est réel. Mhm. Mais quand on voit par exemple les premiers cas de personnes qui se font condamner pour harcèlement, mais c'était virtuel. Oui. Voilà. Et Ouais. donc les théories du complot, ça aussi, il y a un côté un peu évanescent des Mhm. choses. Et je pense aussi qu'on doit, ce mot, en fait, ce qu'il y a sur Internet est réel. Et donc les théories du complot, il y a aussi des gens qui font passer des théories du complot parce que c'est rigolo. Ouais. Oui. Euh, on Ça n'a pas fait beaucoup rire, parlé, ouais. mais il y a aussi des gens qui sont des perturbateurs, des trolls qui font des théories du complot. Et ça, c'est vrai que ça, c'est encore une autre partie Ouais. qu'on devrait peut-être apprendre, que finalement, on a un impact quand on fait quelque chose sur Internet. Ouais. Et ça aussi, est-ce que ce genre de choses, on trouve aussi des outils pour ça au CESEM? Ouais, c'est justement c'est ça qui est important, le fait que justement on est producteur de contenu et donc l'impact que ça peut avoir et faire comprendre aux gens à quel point c'est vraiment super important en fait. Quand on est producteur de quelque chose, on n'a pas forcément conscience qu'on l'est et donc justement le rôle un petit peu du CESEM, des centres de ressources, eux justement c'est de conscientiser un petit peu toutes ces personnes et l'impact que ça peut avoir quoi. Je pense qu'on se rend pas compte à quel point c'est énorme.
Mais oui. Est-ce qu'il y a, je regarde s'il y a des questions dans le chat encore. J'avais vu quelque chose tout à l'heure. Je vais lire, voilà, c'était un peu long. Alors voilà, Ouais. Sébastien Gousset. Quand on n'a pas les moyens de participer à la vie sociale d'une commune, on reste chez soi à commenter la vie des autres, du pain et des jeux. Certaines personnes n'ont que le pain et sont exclues du jeu. On peut expliquer en long et en large que ça coûte. Mais on ne voit pas un maçon critiquer un mur qu'il a fait lui-même. Le complotisme, c'est quand on finit par dire que le maçon a fait exprès de mettre le mur de travers. C'est vrai que ça, c'est un message qu'on peut retrouver assez régulièrement. C'est-à-dire que finalement, oui, on n'a pas les moyens, ou alors on n'a pas les moyens parfois, on n'a pas les clés. Ouais. On n'a pas les clés. Et donc, justement, ben, l'éducation média. Est-ce que ça reste, moi, c'est mon leitmotiv. J'ai une chaîne Twitch où je Ouais. tape sur le clou de l'éducation média. Ouais. Mais quand est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va y arriver? Tu Ouais. l'avais déjà dit un petit peu tout à l'heure. Est-ce qu'on va y arriver à justement Ah, déconstruire ouais. Tu veux dire dans le long terme ou bien Donc, non, est-ce que, oui, dans le long terme, quand est-ce qu'à un moment, on a... on a réussi? ouais, Oui, c'est vrai. Mais en fait, c'est marrant parce qu'avant, justement, l'émission, j'en parlais aussi avec Marie Pelletier, beaucoup discuté, et on parlait de ça, et je lui demandais est-ce que c'est déjà arrivé de rencontrer, par exemple, un complotiste et de complètement déconstruire et d'arriver avec les outils, justement, à déconstruire ses idées. Et donc elle disait justement que c'était super difficile et que c'est par exemple les gens autour qui entendent ce que toi tu fais, donc poser un cadre, expliquer les faits, ouvrir le dialogue, laisser la personne s'exprimer, etc. Et c'est peut-être les personnes autour qui vont peut-être... ça va peut-être déclencher quelque chose, ça va peut-être éveiller quelque chose. Et donc du coup, parce que moi cette question je me la posais aussi, est-ce que c'est quand qu'on réussit à faire ça? Parce que même s'il y a des outils pédagogiques, c'est quand que ça fonctionne en fait et que ça agit et que les personnes arrêtent cette théorie du complot. Je pense qu'il y en aura toujours, mais ça peut agir sur peut-être d'autres personnes qui entendent parler de cette discussion, ou par exemple pour les personnes qui se questionnent justement, qui sont pas très sûres, qui sont plus dans le doute. Et ça peut éveiller ce genre de... Je pense que ça peut marcher, mais je pense que c'est possible que ça ne marche pas non plus. C'est pas... j'ai des copains qui ont beaucoup de patience Ouais. et qui de temps en temps passent du temps. J'ai un copain qui passe son temps dans les commentaires de médias Ah oui. à parler avec des complotistes Ah oui. ou des gens, ou alors non, ou des gens qui, en fait, ils sont pas tous complotistes. Mm. Il y a des gens qui sont pas complotistes mais qui relayent, ah j'ai vu ça, Ouais, voilà. ouais. Et donc ils testent. Et donc parfois ça marche. Il se fait très souvent insulter. Ouais. Mais il me dit de temps en temps, je reçois après un message. Et comme tu le dis, il faut un peu de temps, parfois un jour, 2 jours ou plus Ouais. tard. J'ai lu le texte que vous m'aviez envoyé, merci beaucoup. Ah Et il ouais. me dit, mais il s'est pris beaucoup d'insultes entre-temps avec Ah, d'autres. j'imagine. Et voilà. Et donc lui, il fait de l'éducation média à sa manière. Ouais. Manu Navarro, si tu es là, si tu m'écoutes, franchement, on est beaucoup à louer. Ouais. Voilà, il va sur Sa le soir, manière, sur la ouais. RTBF et sur les profils Facebook. Des gens, ouais. Non, pas des gens, des médias. Des médias. Et ah où, ouais, ouais. où on dit, ah mais il y a le code éco, on en a parlé Ouais. tout à l'heure avec Antonio Solimando, et en dessous, oui, mais non, regardez tel rapport. Et puis en fait, parfois, il dit, mais vous avez vu la source de votre rapport, Ouais, ouais, ouais. c'est un site russe. Et donc, je trouve, ça c'est Ouais. tout à fait autre chose. C'est un citoyen Exact. citoyen belge qui en fait qui est un lecteur et qui lit beaucoup de choses et qui en plus lui va lire les textes des complotistes Ouais. pour les déconstruire. Ouais, c'est énorme, c'est vraiment bien. Voilà. Et Ouais, donc ouais, pour le coup, voilà. Ouais. Ben je pense que je sais pas si tu as encore quelque chose à dire, mais j'aime bien rester sur se dire que on peut aussi ouais. le faire soi-même. Le faire soi-même, Alors, là, je m'adresse de nouveau aux gens qui nous écoutent. En fait, on peut parfois, sur un dossier qu'on connaît bien, dire, écoute, là peut-être. Et c'est vrai plutôt que de dire, non, c'est pas vrai, c'est peut-être donner des pistes. Oui. Il y a des outils du CESEM, il y a des sites internet, il y a d'autres choses, il y a des rapports, il y a des vidéos. Voilà. Parfois, c'est long, parfois, on arrive à récupérer quelques personnes et je pense que c'est comme ça qu'on va y arriver. Ouais. J'ai Très pas joli so- mot de la fin. Très joli mot de la fin. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. On est arrivé à la fin de ces 3 entretiens. Je pense que c'est bon. Je sais pas en fait ce qui se passe après. je vais Est-ce me- que ça coupe? Est-ce qu'on Je doit sais pas. partir? C'est ça. Ah, c'est ça. Oui, pardon. Voilà. Donc il y a les
j'ai oublié, je suis étourdi. Donc, il y a plusieurs salons avec les trois invités. Si vous avez des questions particulières, donc il y avait Marie Pelletier, qui est autrice, historienne, experte des théories du complot. Il y a Antonio Solimando, qui est journaliste politique à RTL. Tatiana de Brabander, qui travaille au CESEM, donc Conseil supérieur de l'éducation aux voilà, médias. merci beaucoup. Désolé. Et voilà. Et donc, merci beaucoup. Ben voilà, je sais, en fait, je sais même pas si je me suis présenté. Je sais pas. Je suis en train de dire, voilà, moi, je m'appelle Mathéo Choukouka. Je suis journaliste, prof. Je suis un féru des réseaux sociaux. L'éducation aux médias, j'en parle depuis 15 ans, mais sans avoir une expertise énorme, mais en sachant que c'est par là qu'il faut aller. Et donc, c'est à mon avis pour ça que je suis là. Merci beaucoup de m'avoir écouté et merci au Mundaneum et au. Merde, j'ai oublié. Club de presse de Mons. C'est ça, le club de la presse Mons Hainaut de m'avoir invité et d'avoir invité de si éminents personnes pour parler avec moi. Voilà, Merci. c'est bon, en fait, je sais pas.